de l'immigration qui sera transmise à M. le préfet de la région Guadeloupe. Est-ce que je présente le dossier qui suit en même temps ou on passe au vote? C'est la ville. C'est la ville. Bien. Alors, chers amis, vous avez entendu donc la présentation de notre adjoint délégué. Vous aviez lu le projet de délibération. Est-ce que vous avez des questions? Bien évidemment, ce n'est pas un sujet nouveau pour nous, hein, puisque c'est toute l'évolution de ce dossier que nous suivons depuis les années 2011. Donc, y a-t-il un vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous allons passer donc au point suivant, toujours avec Gilbert Bouillard. Oui, cette note concerne toujours le relogement des personnes présentées tout à l'heure sur la zone de Maurice et de Bélair. Donc la présente délibération a pour objet d'autoriser le maire à attribuer une aide spéciale de la ville de 5 000 € en fonction de la situation sociale et économique du ménage aux familles occupantes et propriétaires fonciers, menacés par le risque grave d'effondrement de la falaise littorale, acceptant de s'inscrire dans le processus de relocalisation et de relogement dans le secteur de Saint-Jean. Le montant prévisionnel total approvisionné pour cette aide s'élèverait à 25 000 €. Donc, pour rappel, par les délibérations 2009-18-87 du 17 décembre 2019, 2021-14-18-53 du 24 septembre 2021, le maire était autorisé à provisionner le montant de l'aide de la ville respectivement de 110 000 € et 125 000 742 pour les 12 premières familles volontaires occupant sans loi ni titre. Dans un souci d'équité sociale, il est également proposé le versement d'une aide ville d'un montant de 5 000 € dont l'octroi sera analysé en fonction de la situation sociale et économique de chaque ménage pour les familles occupant une habitation bâtie sur un foncier privé dont elles sont propriétaires, acceptant aussi de s'inscrire dans le projet de relocalisation et de relogement sur le secteur de Saint-Jean. Alors, le budget de la ville dédié serait de 25 000 €. Suivant cet exposé, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant de provisionner le montant de l'aide pour les familles propriétaires fonciers, soit 25 000 €. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives, techniques ou financières. D'autoriser M. le maire à engager toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires à l'application de la présente délibération. La présente délibération pourra faire l'objet de recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de sa notification et de sa publication devant le tribunal administratif de Bastia. Il sera publié, bien sûr, au recueil des actes administratifs de la ville. Merci Gilbert Bouillard pour cette présentation. Donc, chers amis, la décision est simple, consistant donc à pouvoir arrêter, valider un montant de 25 000 €, soit 5 000 € par famille occupant des maisons sur des sols dont ils sont propriétaires. Nous n'en avons pas beaucoup, mais sur cette problématique de sécurisation, de mise à l'abri des différentes familles qui occupent la bande du littoral, nous avons quelques familles qui sont propriétaires de leurs fonciers. Donc, nous leur portons une contribution de 5 000 € par famille pour pouvoir leur permettre, en tout cas, faciliter l'accession à la propriété dans un autre cadre tel que nous le savons sur le secteur de Saint-Jean. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a un vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous pouvons passer au point numéro 5, toujours avec Gilbert Bouillard sur la mise en sécurité des personnes soumises au risque d'effondrement. Donc, la délibération va pour objet d'autoriser le maire à provisionner une aide de la ville de 40 000 €
destinés à participer en appui à la subvention et faire la subvention de l'État, Fonds de prévention de risques naturels majeurs, à la prise en charge du loyer dans le cadre de relogement provisoire dans le parc privé pour les familles en attente de relogement définitif. Donc à l'heure actuelle, 14 logements en prêt social de la résidence patrimoniale attribués à des familles. Ainsi, la solution en termes d'accession à la propriété serait pour les familles restant à reloger sur le second programme PSLA, nécessitant de prévoir une période de relogement provisoire. À ce titre, le paiement du loyer provisoire est pris en charge à 100% pendant 2 ans par le FPRNM, Fonds de prévention des risques naturels majeurs, selon les modalités suivantes. Alors, en T3, le fonds alloué, c'est 650 €, T4, 750 €, T5, 900 €. Le niveau de prise en charge par le FRN, précédemment décrit, serait mis en œuvre tant pour les relogements dans le parc social que le parc privé. Au regard de la différence du montant des loyers entre le parc social et le parc privé, et dans l'objectif de faciliter l'acceptation des familles sur le principe du relogement provisoire dans l'attente de la livraison de leur logement définitif, il est proposé que la ville participe à la prise en charge des loyers dans le parc privé. Le budget alloué à la prise en charge de la participation du paiement dans le parc privé est évalué à 40 000 €, correspondant à une aide de 250 € par mois et par famille pendant 2 ans pour les 8 familles, nombre de familles restant actuellement à reloger, vivant en secteur de priorité 1. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à provisionner le montant de l'aide ville, la participation au paiement du loyer dans le parc privé pour les familles en attente de relogement définitif, soit 48 000 €. Autoriser M. le maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives, techniques ou financières nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Gilbert. Alors là, c'est un engagement supplémentaire de la ville de Petit-Vaux auprès de ces familles qui sont dans le besoin, qui sont non seulement dans l'insécurité, ils sont en danger, les vies sont en danger, les biens sont en danger. Et nous nous sommes engagés depuis de nombreuses années pour faciliter leur installation et surtout leur accession à la propriété dans le secteur de Saint-Jean. Nous avons adopté le principe de 5 000 € par famille pour celles qui sont propriétaires non seulement de leur bâti, mais qui sont propriétaires de leur sol. Et maintenant, chers amis, nous allons donc approuver, si vous le voulez bien, cette somme de 48 000 € qui va nous permettre de pouvoir contribuer au logement provisoire de ces familles qui ont souhaité effectivement accepter le principe d'un déplacement, d'une délocalisation pour pouvoir être installé ultérieurement à Saint-Jean et devenir propriétaire à Saint-Jean. Mais l'opération de construction n'étant pas terminée, nous prendrons en charge avec les services de l'État, nous prendrons en charge les loyers dans un parc de logement à la fois dans le parc privé comme dans le parc de logement des opérateurs sociaux qui sont sur notre territoire. La ville de Petit-Vaux va contribuer avec les services de l'État à assumer la plénitude de la charge en matière de location. C'est donc une situation transitoire pour ensuite permettre à ces familles de rentrer dans des logements neufs situés à Saint-Jean. Donc, le conseil municipal est sollicité pour valider ce montant de 48 000 €. Y a-t-il des questions, des précisions? Oui, Nestor Luce. La période transitoire devrait durer 2 ans, 46 mois. Oui, d'accord. 2 ans. Une question? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions?
Merci, chers amis, pour ce vote unanime. Nous passons totalement sur un autre volet, celui de notre ressources humaines. Et nous avons le premier adjoint, Philippe Dezac, qui va nous présenter ce point numéro 6, consistant à créer des emplois permanents de 2 agents faisant fonction d'actuel à temps complet. Merci, chers collègues. Bonsoir à tous. Création d'emplois permanents. Nous allons créer 2 emplois pour 2 agents faisant fonction d'accès à temps complet, donc 35 heures. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Les emplois permanents des collectivités territoriales sont conformément au terme de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1923, titre 1 du statut général des fonctionnaires, occupés par les fonctionnaires, sauf dérogation prévue pour une disposition législative. En vertu de ce principe, le recours à des agents contractuels pour pouvoir des emplois permanents reste l'exception. Toutefois, en cas de recherche effectueuse de candidats statutaires, la collectivité peut recruter, en application à l'article 3.2 de la loi du 26 janvier 1994, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée, maximale d'1 an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 2 ans, si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté au terme de la procédure de la première année. Ainsi, dans le cadre des orientations de l'équipe municipale relatives à la résorption des emplois précaires, de la mise en place progressive de l'organigramme de l'administration communale définie dans le cadre du pacte, de la nécessité découlant de l'évolution de l'organisation de la direction de l'éducation pour faire face autant aux nouvelles missions inhérentes aux divers protocoles sanitaires dans les écoles. Il convient donc de renforcer les équipes de cette direction. Afin de mettre en œuvre les dispositions relatives aux mesures d'hygiène liées à la crise sanitaire, tout en confortant la place de la communauté éducative, il est proposé au Conseil de créer 2 postes d'accès faisant fonction d'accès agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles à temps complet. Suivant cet exposé, nous demandons aux membres du Conseil municipal de délibérer sur la création de 2 postes d'agents faisant fonction d'accès à temps complet à compter du 1er décembre 2021. La modification du tableau des emplois avec mention suivante: agent faisant fonction d'accès, agent technique principal deuxième classe, agent technique première classe, la direction c'est l'éducation, la catégorie c'est C, la quantité c'est 2, la durée hebdomadaire c'est 37 heures. Au budget de la collectivité, au chapitre et article prévu à cet effet, des crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de personnel des agents nommés sur ces postes. L'autorisation à donner à M. le maire d'effectuer toute démarche et de signer tout acte nécessaire à la création des emplois. J'aimerais vous faire plus point, on a beaucoup parlé. En gros, les ACEM, ce sont des gens qui aident les médecins maternels. Et c'est un métier qu'on fait, mais il faut passer un concours. Sauf que nous avons eu des postes vacants et nous avons mis sur ces postes des non-titulaires. Aujourd'hui, dans notre souci même de résorber l'emploi précaire, nous avons décidé de les titulariser sur ces postes, mais à 35 heures, comme si c'était des véritables accès. Et là, si on veut le faire, il faut d'abord créer le poste. Et c'est bien sûr que nous sommes en train de le faire maintenant. Très bien, chers collègues. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Avant de passer au point suivant, chers collègues, j'ai omis de vous proposer que nous puissions retirer le point 10 et le point 11 et que nous puissions
revenir sur ces points-là lors d'une prochaine séance. Il s'agit d'un décret relatif à la convention de partenariat avec Caraïbes Corporate Network et ainsi qu'avec Expert Media Caraïbes. Je vous propose que nous puissions retirer ces deux points-là et que nous revenions lors du prochain conseil municipal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Donc, nous pencherons sur ces deux propositions la prochaine fois. Donc, je repasse le micro à Philippe Dezac qui va nous parler de la création d'emplois non permanents pour l'accroissement de temporaire d'activité. Création d'emplois permanents, création d'emplois non permanents ou accroissement temporaire d'activité. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il lui appartient donc de fixer l'effectif des emplois permanents et non permanents nécessaires au fonctionnement des services. Monsieur le maire informe par ailleurs à l'Assemblée de l'article 3-1 de la loi du 84-53 du 26 janvier 1984 autorise le regroupement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois pour une période consécutive de 18 mois, renouvellement compris. Ces emplois créés pour faire face notamment à des activités ponctuelles ou un surpoids momentané d'activité. Ainsi, depuis la mi-mars 2020, les activités des collectivités territoriales subissent les différents impacts de la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19, mais aussi par le dernier mouvement social qu'a connu notre département. Ces administrations ont dû organiser rapidement et efficacement en se recentrant sur des services essentiels. Mais au-delà de la gestion de l'urgence, il faut maintenant que les services retrouvent un fonctionnement normal en faisant face à un surcroît d'activités temporaires portant sur des traitements de dossiers et des travaux laissés en instance durant de nombreux mois, mais aussi de la mise en œuvre de différents protocoles sanitaires dans les bâtiments communaux, bureaux, écoles, etc. Compte tenu de la densité du travail réalisé, le personnel en poste des emplois permanents ne pourront faire face. Ainsi, afin de permettre à l'administration communale de bénéficier d'un effectif suffisant pour remplir avec efficacité ses missions, il est proposé au Conseil de créer les emplois non permanents suivants. Donc, assistante administrative, on va créer je vois les chiffres 15, 12, 2, 24, 27, 29. On va créer 30 emplois dans la partie administrative, 15 à 35 heures, 12 à 30 heures, 2 à 24 heures, 1 à 20 heures, 1 à 20 heures. Maintenant, dans ceux qui, agents faisant fonction d'accès, agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles, nous allons créer 10 postes, 4 à 24 heures, 6 à 30 heures. Dans le domaine d'agents d'animation et de valorisation du patrimoine, on va créer un poste de 40 heures. Agent technique polyvalent, nous allons créer en réalité 17, 19, 26, 26, 34, 34, 43, ça fait 77, c'est bien ça? 77 postes à ce niveau, ce qui fera 17 à 35 heures, 29 à 30 heures, 8 à 28 heures et 43 à 24 heures. Leurs rémunérations seront fixées par référent au prix indiciaire mentionné pour chaque grade auquel s'ajoute le supplément familial de traitement ainsi que la majoration de la prime de vie chère. Ces rémunérations pourraient être complétées par le régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité au moment où ces emplois seront ouverts. Suivant cette exposé, il est demandé aux membres du conseil municipal de délibérer sur, premièrement, la création de ces emplois non permanents
ou accroissement temporaire d'activité, conformément à l'article 3.1 de la loi numéro 8453 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Deuxièmement, la modification du tableau des emplois tenant compte des mentions inscrites ci-dessus. Troisième chose, l'inscription au budget de la collectivité au titre et articles prévus à cet effet des crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de personnel des agents nommés sous cette poste. L'autorisation, quatrièmement, de donner l'autorisation à M. le maire d'effectuer toute démarche et de signer tout acte nécessaire à la création de ces emplois. Oui. Alors, chers collègues, merci, donc, monsieur le Premier adjoint, pour ta présentation. Mais je crois que tu es en erreur. Tu as présenté le point 8 avant de présenter le point 7. Donc, ce que nous allons faire, nous n'allons pas voter tout de suite. Nous allons voter tout à l'heure, puisqu'il faut respecter le vote dans l'ordre. Donc, je vais te demander maintenant de présenter le point 7. Nous voterons sur le point 7 et ensuite nous voterons sur le point 8. Alors, point 7, la création d'emplois permanents, un agent technique polyvalent à temps non complet. Ok, création d'emplois permanents, un agent technique polyvalent à temps non complet. Il y a tout le barrage devant. Afin de permettre, il convient afin de permettre ceci, de bénéficier d'un effectif suffisant pour remplir avec efficacité ces missions de plus en plus croissantes, en réponse aux besoins des industries, il est proposé au Conseil de créer un poste d'agent technique polyvalent. Celui-ci aura pour mission d'effectuer des opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics, du matériel communal et d'assurer toute autre mission relevant de son cadre d'emploi, au titre de la polyvalence nécessaire au fonctionnement de la direction. Suivant cet exposé, il est demandé aux membres du Conseil de délibérer sur, premièrement, la création d'un poste d'agent technique polyvalent à compter du 1er décembre 2021, deuxièmement, la modification du tableau des effectifs avec la mention suivante. L'emploi, c'est l'agent technique polyvalent. Le grade, adjoint technique principal de deuxième classe, c'est au niveau de la direction développement durable des gestions et infrastructures. La personne sera en catégorie C, c'est une personne et la durée de temps de travail, c'est 30 heures par semaine. Troisième chose, l'inscription au budget de la collectivité, au titre et aux articles prévus à cet effet, des crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de personnel de l'agent nommé sous ce poste. Quatrième chose, donner l'autorisation à M. le maire d'effectuer toute démarche et de signer tout acte nécessaire pour la création de ces emplois. Très bien, merci. Donc, collègues, nous allons maintenant nous prononcer sur ce point 7 pour permettre à l'administration de créer ce poste permanent d'un agent technique polyvalent à temps non complet. Merci les autres. Oui, il est déjà engagé alors. C'est le 1er décembre. Non, c'est une erreur matérielle. C'est le 15 décembre. 15 décembre. Absolument. Oui. Donc, y a-t-il d'autres observations? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci pour ce vote unanime. Nous revenons maintenant sur le point 8 qui nous a été présenté déjà. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour le vote unanime. Nous arrivons au point 9, chers amis, relatif à la modification de la désignation des délégués du conseil municipal au sein du conseil d'administration du collège Félix Eboué. Et donc, c'est notre collègue Magali Saligur, adjointe au maire, qui est délégué à l'enseignement et aux affaires scolaires, qui va nous présenter
ce projet de délibération. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans sa délibération date du 24 juillet 2020, le Conseil municipal a procédé à la désignation de ses représentants dans les organismes extérieurs. Donc, 2 membres du Conseil municipal ont été désignés pour représenter la commune au Conseil d'administration du collège Félix Eboué. Il s'agit de Mme Delbert-Quétier et de M. Christian Ancel. Vu la typologie de cet établissement, c'est-à-dire que de 600 élèves, conformément à l'article R421 14 du Code de l'éducation, 3 représentants de la commune doivent siéger au conseil d'administration du collège. Donc, partant de son principe, il convient de procéder à une modification de la délibération du 24 juillet 2020. Donc, l'Assemblée est invitée à se prononcer et aussi, M. le maire propose que le nombre de représentants de la collectivité soit porté à 3. Donc, le conseiller ou la conseillère qui sera désigné comme nouveau membre du conseil d'administration du collège Félix Eboué est invité à se présenter. Bien, chers collègues, donc là nous sommes tout simplement dans la modification d'une délibération qui avait été prise l'an dernier. Je demanderai tout simplement, est-ce qu'il y a un volontaire pour être ce 3e élu siégeant au sein du conseil d'administration du collège Félix Eboué? Y a-t-il un volontaire? Nous désignons un volontaire. Subitement, personne ne me regarde. Bien. Notre collègue Fabrice Luce, enseignant au lycée, sera donc notre représentant supplémentaire au collège Félix Eboué. Merci pour ton dévouement, cher Fabrice. Très bien. Chers amis, donc nous avons... excusez-moi. Chers amis, nous sommes donc appelés à voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote honnête. Donc, Fabrice va rejoindre Kéti et Christian. Bien, nous en arrivons au point 12, puisque nous avons adopté le principe de renvoi des 2 questions précédentes. Donc, le point 12 concerne notre collègue Fabrice Luce, qui est le monsieur fleurissement de la collectivité. Donc, il va nous présenter le plan de financement de l'opération intitulée Rénovation de la pépinière municipale. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Alors, l'opération consiste dans la rénovation de la pépinière municipale visant à permettre à la ville de Petit-Bourg de rayonner sur l'ensemble de son territoire à travers le projet d'embellissement et de fleurissement. Seulement, pour que l'on puisse arriver à cet objectif, il faut absolument que nous ayons une pépinière qui soit productive, efficace et parfaitement équipée, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, à travers les fonds européens, le fonds Leader, on a donc décidé, à travers 2 étapes, une première étape qui consistera à acquérir du matériel, contribuant au fonctionnement et à l'agrandissement de l'espace de production végétale. Et ça, c'est un premier dossier qui fera appel au fonds Leader 2021. Et dans la 2e étape, on va donc rénover le patrimoine bâti qui se trouve sur la pépinière et donc on fera donc appel au fonds Leader de l'année 2022. Donc l'objectif, c'est de fleurir l'ensemble des quartiers de section de Petit-Bourg, d'avoir une pépinière en parfaite autonomie et susceptible d'apporter d'approvisionner en tout cas
l'ensemble du territoire en plan horticole. Le troisième objectif, c'est de pouvoir créer un petit peu une véritable attractivité au niveau du tourisme et tout en améliorant le cadre de vie de la population, des habitants des quartiers. Le quatrième objectif, c'est de fédérer la population autour de différentes manifestations de fleurissement, de marché aux fleurs, d'échanges, et d'impliquer la population dans le fleurissement de leur quartier. Et puis enfin, de densifier, de reverdir, de végétaliser le maximum du territoire de Petit-Bourg. Donc, il est donc demandé, il est proposé au conseil municipal, à travers ces subventions, d'adopter un plan de financement. Alors, ce plan de financement se monte au total à 53 384 €, financé à 80% par des fonds européens et à 20% par la ville de Petit-Bourg. Donc, l'aide totale, l'aide publique sera de l'ordre de 42 707 € et la ville de Petit-Bourg apportera un montant de 10 676 €. Alors, plus conformément au formalisme requis, dans le cadre du dépôt de dossier de demande de subvention au titre des fonds européens, il est rappelé que l'opération ne génère pas de recettes et qu'en conséquence, il sera mis à disposition gracieusement pour toute manifestation. L'article 2, de valider le coût de l'opération. L'article 3, d'autoriser Monsieur le maire de la ville de Petit-Bourg à engager toute démarche et signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération. Et enfin, l'article 4, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter tous les partenaires, à même susceptibles d'accompagner la collectivité dans le cadre de ce projet. Merci Fabrice pour cette présentation. Chers amis, est-ce que vous avez des questions? Des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Maintenant, nous en arrivons au recours et création de 12 postes d'apprentis au sein de la collectivité. Nous sommes le soin à Kitsi Delbert de faire cette présentation. Recours et création de 12 postes d'apprentis au sein de la ville de Petit-Bourg. Monsieur le maire rappelle à la des apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. Ceci exposé, il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage ainsi que sur les modalités de mise en œuvre et de créer un ou des postes d'apprentis. Confirmer que le nombre maximum d'apprentis pouvant être recrutés au sein des effectifs de la collectivité est de 12 postes d'apprentis conformément au terme de la délibération du 29 novembre 2018. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à conclure d'ores et déjà 5 contrats d'apprentissage conformément au tableau suivant. Direction des élections. Un poste, diplôme préparé BTS support de l'action managériale pour une durée de 2 ans. Direction générale du développement du territoire et des infrastructures, nombre de postes 2,
Diplôme préparé, CAP agricole, jardinier paysagiste pour une durée de 2 ans. Direction de l'administration du personnel, un poste, diplôme préparé, master ressources humaines pour une durée de 2 ans. Direction de la gestion des compétences et de la qualité de vie au travail, un poste, diplôme préparé, licence ressources humaines pour une durée d'1 an. Autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage, ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Autoriser le maire à solliciter auprès des services de l'État, de la région Guadeloupe, du FIPHFP et du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d'être versées dans le cadre de ce contrat d'apprentissage. Inscrire les dépenses correspondantes, notamment salaires et frais de formation, au chapitre 12 du budget. Monsieur le maire, c'est terminé. Merci, Kézzy, pour cette présentation. Donc, il s'agit, chers amis, comme vous l'avez bien compris, de se conformer aux observations formulées par le comptable public. Donc, ce sont des décisions qui avaient déjà été prises, mais bien entendu, pour le meilleur fonctionnement et assurer la régularité des contrats de nos jeunes qui sont en formation et qui en même temps travaillent au sein de l'ECRDC, assurer, bien entendu, qu'ils soient rémunérés correctement. Nous devons compter ces rectifications et délivrer sur les nouveaux contrats pris cette année. Y a-t-il des questions? Qui m'entend? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Chers amis, le discours est un territoire pour les étudiants attractif, donc un tissu économique qui est bien élargi et nous avons des activités majeures, des activités commerciales majeures sur notre territoire. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu à nous prononcer pour l'ouverture d'une entreprise. Nous sommes sollicités à nouveau pour une autre entreprise qui effectivement exerce des activités devant encore faire notre collègue actif en marbre et nous faire la présentation de ce point relatif à l'aide du conseil municipal sur la demande de dérogation au code dominical pour les commerces de détail du territoire de Petit-Bourg. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers collègues. Avis du conseil municipal sur la demande de dérogation au repos dominical pour les commerces de détail du territoire de Petit-Bourg au titre de l'année 2022. Le principe du repos légal des salariés est prévu par l'article L3132-3 du Code du travail qui précise que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ce repos dominical se traduit en pratique par la fermeture des commerces le dimanche. Il existe cependant plusieurs types de dérogations permettant d'organiser le travail ce jour-là. Ainsi, l'article L3132-13 du Code du travail prévoit la possibilité pour les commerces dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires d'ouvrir le dimanche jusqu'à 13 h. De même, l'article L3132-26 du même code prévoit que pour chaque catégorie de commerce de détail, le repos hebdomadaire du dimanche peut être supprimé par décision du maire après avis du conseil municipal pendant au maximum 12 dimanches dans l'année. Cette liste de dimanches doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année suivante.
la ville a reçu une demande d'ouverture émanant du centre commercial Collins pour 5 dimanches en 2022, à savoir le 13 février, le 29 mai, le 4 décembre, le 11 décembre et le 18 décembre. Le maire demande aux membres du conseil municipal donc d'émettre un avis quant à la demande d'ouverture des commerces de détail au titre de l'année 2022. Merci. Merci. Chers amis, est-ce que vous avez des questions? La question qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime permettant donc l'activité commerciale d'être assurée au moins 5 dimanches de l'année. Merci beaucoup. Nous en arrivons au dernier point de l'ordre du jour. Il s'agit de l'engagement du chantier relatif à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire en 2007 et la constitution d'un comité de pilotage. Ce n'est pas le dernier point, c'est l'avant-dernier point. Chers amis, donc, la ville de Petit-Bourg a établi un régime indemnitaire qui était extrêmement dense sous un ancien régime réglementaire. Aujourd'hui, ce régime indemnitaire est obsolète. Il n'est plus d'actualité puisque le législateur a voulu rénover, moderniser le management des fonctionnaires nationaux, des fonctionnaires locaux et des fonctionnaires hospitaliers. La ville de Petit-Bourg étant gérée, administrée librement, il nous appartient de manifester notre volonté de mettre en place ce nouveau régime indemnitaire au sein de la collectivité et au profit de nos employés publics. Alors, je l'ai dit, le régime actuel, il est obsolète. Donc, nous ne pouvons plus le maintenir, il est obsolète et il ne permet plus, justement, d'atteindre les objectifs que l'on se fixe quand on met un régime indemnitaire en place consistant à rendre sa collectivité, en tout cas à dynamiser sa ressource humaine et puis surtout rendre plus attractif la collectivité elle-même. Afin de mettre en place cette nouvelle base de reconnaissance de la qualité du travail des agents, nous avons toute une réflexion à mettre en place et un certain nombre d'éléments à prendre en compte. C'est un projet stratégique, au-delà du fait que ce soit une volonté politique qui est manifestée par les élus au sein du conseil municipal, mais il y a là vraiment tout un projet stratégique parce que c'est en adéquation avec la volonté que nous avons non seulement de moderniser encore plus, mais surtout de redynamiser notre administration. Donc pour ça, on va prendre en compte à la fois la masse salariale et la situation financière générale de la collectivité, puisque nous ne ferons pas plus que ce que nos moyens financiers nous permettent de faire. Nous allons prendre en compte l'attractivité de la collectivité parce que il faut veiller à l'équilibre financier, mais en même temps, il faut avoir une collectivité attractive et le régime indemnitaire est aussi un outil pour ça. Et bien sûr, chers collègues, les mesures doivent être transparentes. Les mesures d'attribution doivent être transparentes. Les critères que nous allons mettre en place doivent conduire l'ensemble
l'ensemble de nos agents à exercer leur activité en toute responsabilité. Il va falloir prendre compte des contraintes qui sont liées à différentes missions, donc pour établir les différents critères. Alors, ce que nous souhaitons, chers amis, c'est pouvoir mettre une commission en place. Une commission qui va mener cette démarche en relation, bien sûr, avec l'administration générale de la collectivité, la direction générale de la collectivité, en relation avec nos services ressources humaines, en relation avec nos partenaires sociaux. C'est un chantier important, c'est un vaste chantier. Et donc, je vous inviterai à non seulement approuver cet engagement de l'ensemble des élus de la collectivité, mais aussi donc à désigner les personnes qui constitueront ce comité de pilotage. Un comité de pilotage qui sera constitué de 5 élus, y compris le maire, de 5 élus. Donc, et les administratifs membres de ce comité seront bien entendu le directeur général des services et la directrice générale adjointe des services. Alors, j'ai quelques propositions à faire. Je sais que nous avons dans notre collectivité quelqu'un qui en sait beaucoup sur la question, c'est notre collègue Sylvie Rosemont. J'ai envie de lui demander est-ce qu'il veut faire partie de ce comité de pilotage. Voilà. Alors, en dehors de Sylvie, je sais que le collègue de Zach sont passés de militants syndicalistes et aussi forcément un appui et un bon conseil pour que nous puissions faire au mieux. Est-ce que d'autres collègues sont sensibilisés sur ce sujet-là? Je sais que le collègue Nestor aussi est intéressé par la problématique. Est-ce que, chers collègues, quelqu'un d'autre est intéressé? Mais si vous êtes intéressé ou pas? Okay. Voilà, on reconnaît dans les fonctionnaires qui connaissent bien le sujet. Donc, Marie, nous en sommes à combien? 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça? 5, ok. 5. Donc, cette semaine, avec moi, le maire, Sylvie Rosemont, Nestor Luce, Philippe Bouzac, Marine, Marine Ellis. Très bien. Est-ce qu'il y a des observations? Alors, nous aurons un chantier à mener dans vos bâtons. Je laisserai la DGS, rapidement la DGS. Bonsoir. Oui, il s'agit pour nous effectivement de faire en sorte d'avoir un régime indemnitaire en adéquation avec la législation. C'est un chantier qui va se mener surtout le premier semestre 2022. Apparemment, il devrait aboutir d'ici le mois de juillet, si on est raisonnable, si on arrive à tenir les délais, et qui va permettre effectivement de rationaliser le régime indemnitaire actuel. C'est-à-dire que ça va permettre de mettre plus d'équité au niveau de la distribution des primes, au niveau des différentes catégories de personnel qu'on a dans cette administration. Donc c'est un chantier qu'on aurait bien dû mettre en place, mais avec tous les événements des 2 dernières années, il a pris un retard considérable. Et là maintenant, la première pierre va être posée ce soir, c'est la mise en œuvre du projet, de telle manière qu'il puisse aboutir, et donc le personnel sera vraiment bénéficiaire de ce nouveau régime indemnitaire, qui, comme on a dit, qui va prendre la place de l'ancien régime indemnitaire qui est caduc depuis 2017. Donc voilà. Donc ce sera vraiment une opération qui sera très intéressante pour tout le personnel communal. Bien sûr. Alors,
intéressante, mais notons bien, il ne s'agit pas d'une addition, mais c'est une substitution du régime précédent, avec, nous l'espérons, plus de justice, mais surtout plus de redynamisation, remobilisation pour une meilleure action au service de la population. Chers collègues, y a-t-il des questions, des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour ce vote unanime. Nous parvenons au point. Nous devons désigner le chef de projet. L'administration, chef de projet. Bien, elle a tenté de lancer la balle pour le DGS, mais finalement, elle ne prend la balle. Donc, Madame Faridé sera chef de projet. Très bien. Donc, chers collègues, nous allons en voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Le point 16. La décision modificative numéro 2 de la ville de Petit-Bourg. Je demanderai à José de faire la présentation et ensuite M. Médiès portera les précisions. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, considérant qu'il y a lieu de réajuster les crédits budgétaires pour l'exercice 2021, présente au Conseil municipal la décision modificative numéro 2 du budget politique de la ville. Elle comprend les éléments suivants. Donc, en section fonctionnement, le chapitre 67, charges exceptionnelles, est augmenté de 3 000 € afin d'ajuster les prévisions aux dépenses constatées. Le chapitre 14, atténuation de produits, fait l'objet d'une inscription budgétaire de 237 000 € afin de procéder au trop perçu sur le chapitre 73, impôts directs locaux. Cette opération concerne l'annonce sur les ressources 2021 versées en 2020 relative à la compensation des pertes fiscales dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Le chapitre 42, opération d'ordre de transfert, est abondé de 40 000 € afin d'enregistrer les écritures de cession. Afin d'opérer donc ces ajustements, une diminution de 280 000 € des crédits budgétaires du chapitre 11, charge à caractère général, a été donc nécessaire. En section d'investissement, le chapitre 40, opération d'ordre de transfert, enregistre la contrepartie de l'augmentation des crédits du chapitre 42 en dépenses, soit plus 40 000 €. Il s'agit par cette opération de pouvoir passer les écritures de cession de l'exercice 2021. Le chapitre 20, immobilisation incorporelle, est abondé de 40 000 €. Les inscriptions budgétaires de cette décision modificative n'ont pas d'impact sur l'équilibre budgétaire. Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette décision. Merci, José, pour cette présentation. Alors, je dois vous apprendre à avoir de bons réflexes, puisqu'il y a des changements de l'organisation municipale. Ce n'est pas M. DGS qui va apporter les précisions, mais c'est Mme Nadia Chef qui va nous faire quelques précisions sur cette délibération-là avant de passer aux questions éventuelles ou observations. Bonsoir tout le monde. Dans les précisions, en fait, je serais plutôt tenter de vous dire si vous avez des questions. Parce que le chapitre 67, effectivement, les charges exceptionnelles est abondé de 3 000 € afin d'ajuster précisément les opérations de fin d'exercice. Le 014 qui représente les accumulations de produits, la réforme de la taxe d'habitation,
a été versé en avance en fin 2020 par rapport aux crises sanitaires. Il convenait donc de rembourser ce taux perçu, d'où l'intérêt pour nous, l'obligation plutôt pour nous, d'abonder le 0,14. Pour faire ces opérations, il fallait bien sûr faire une diminution sur les charges à caractère général, le 0,11, pour pouvoir abonder les différentes diminutions que nous avons que sur les chapitres d'investissement en fonctionnement. Concernant mon investissement, comme le 0,42 a été abondé, ça génère une recette en investissement chapitre 0,40 qui, pour équilibrer le budget, nécessitait d'abonder également en dépense le compte chapitre 20 pour équilibrer l'intégralité du budget. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Sekoudou, directeur des finances de l'île. Est-ce qu'on peut savoir, puisque là, on le remboursement de taux perçus suite à la suppression de la taxe d'habitation, est-ce que cela veut dire, ce n'est pas automatique, mais je préfère poser la question de savoir, est-ce que la disparition de la taxe d'habitation génère une diminution des recettes, ou est-ce qu'il y a une substitution en termes de dotation de l'État? Pour le moment, il n'y a pas cet remboursement prévu pour compenser cette perte. D'accord. Bien, merci beaucoup, chers collègues. Donc, vous avez eu quelques explications. Y a-t-il des observations, des questions? Très bien. Eh bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous avons terminé cette séance de travail qui a été longue, puisque nous avons un ordre du jour très dense. Nous remercions l'administration pour le travail qui est fourni. Chers collègues, nous allons certainement nous retrouver pour un prochain conseil en janvier, sauf urgence extrême, on ne sait jamais, mais nous allons nous retrouver ici en janvier. Nous pouvons déjà souhaiter de bonnes fêtes à tous, même si les vacances scolaires n'ont pas commencé, mais c'est l'occasion pour nous de saluer nos administrés qui nous voient par le web, par les réseaux. Nous souhaitons une bonne fête à tout un chacun dans la sécurité. Je n'ai pas envie de dire dans la sobriété, amusons-nous, réjouissons-nous, buvons, mangeons, mais faisons tous attention à nous, donc faisons toutes ces choses avec modération. Merci beaucoup.